agressif, monsieur. Waouh. En fait, un détail, si vous voulez, la ferme et puis les bâtiments ici, c'était une seule propriété. Ça appartenait à mon voisin, en fait. Et nous, on a racheté les vieux bâtiments et lui, il a gardé donc l'exploitation ici et les vignes qu'elle est autour. Donc c'est pour ça que les terrains qui sont directement contre la maison ne m'appartiennent pas. Ils sont restés à la propriété D'accord. du collègue. Et moi, ma propriété a commencé dessous. À l'époque, les coteaux, les gens ne couraient pas trop après parce que c'était difficile à travailler. Et oui, c'est pas devenu facile à travailler, mais c'est devenu. On arrive à y vendre maintenant. Et par contre, vous allez voir au niveau microclimatique, dès que, bon ici on est sur le plateau où on sent quand même un petit air frais malgré le soleil, et bon c'est le vent du nord, hein, c'est la bise, un vent froid, et le microclimat du plateau est quand même assez froid, et la Syrah qui est à son extrême limite d'horticulture ici dans la région, elle est sur le plateau, ça ne mûrit pas toujours très bien. On va avancer d'ici de 20 mètres, on va se mettre un petit peu à l'abri de la pente, là, dans le coteau. Vous allez tout de suite sentir, mais sans faire d'effort, la différence de température, parce qu'on sera protégé du vent du nord. Oh là là. Donc, voilà, je dirais qu'on sent presque ici. Dès qu'on sent moins le vent, Ah oui. on sent un petit peu plus la chaleur. Et on verra un tout petit peu plus loin, quand on sera vraiment à l'abri des murs, qu'il y a une vraie différence de température entre le plateau et le coteau. Ici, on est à une zone limite d'appellation, en fait. Donc, ce chemin ici marque la limite de la zone d'appellation Condrieu. En fait, en dessous, on est en Condrieu, au-dessus, on est en Saint-Joseph. Et également, ce chemin marque aussi la limite d'appellation. À gauche, c'est du Saint-Joseph, à droite, du Condrieu. Alors, pourquoi? Parce que Condrieu est toujours en exposition plein sud. Oui. Et dès qu'on vire un petit peu à l'est, quel cas pour la parcelle ici, on a droit plus qu'à l'appellation Saint-Joseph. Alors ici c'est des roussanes donc pour Saint-Joseph blanc et à droite donc du Condrieu. Alors la pente est impressionnante. Là c'est pas trop en bas. On va avancer un petit peu plus loin pour voir un petit peu plus la pente de coteau. Passer au trou. Oui. Donc ici, moi j'ai juste la partie haute du coteau. En dessous, c'est un acteur de cinéma qui est propriétaire, c'est Gérard Depardieu Ah, qui est propriétaire. Donc ça a été ses premiers investissements dans la viticulture. On connaît plus ses investissements en Val de Loire en fait, et puis dans le Bordelais après. et puis Avec faut pas Caroline faut pas oublier le Languedoc avec Agnane aussi. Oui, Agnane, Hein, oui, voilà. aussi. Ouais, Mais Agnane est bien connu de. de Sylvain, ouais. Et donc ici, il avait l'intention d'acheter un château qui se trouve un petit peu plus loin dans la vallée. Et en fait, les propriétaires n'étaient pas toujours tout de suite prêts à vendre. Il a commencé par prendre des vignes. Et puis en fait, pour différentes raisons, il n'a jamais pu acheter le château. Donc il s'est un petit peu désintéressé du coin. Bon, il est toujours propriétaire de quelques parcelles.
La pluie n'est pas trop... Quand il pleut, c'est... Ouais, si. On passe son temps à remonter de la terre. Hein. Eh oui. Voilà, voilà. Là, par exemple, Ah oui, oh là là. il y a des ravinements qu'on a commencé à combler en ramenant de la terre et puis on l'a tiré à la pioche pour boucher le trou que vous voyez ici, etc. Et pratiquement tous les ans il faut le faire, quoi. Pas sur la totalité du vignoble, hein. Il y a des ravinements par endroit, mais bon, on est obligé de prévoir tous les ans, je sais pas, 15 jours, 3 semaines à la totalité du personnel et du matériel pour faire ce type de travaux, quoi. Ça a tourné, là ça a raviné, on a commencé à en mettre. Là, on arrive à travailler avec un tracteur, non, c'est pas possible. Non, 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 là on travaille au treuil. C'est-à-dire que le tracteur il reste sur le chemin en haut, c'est pour ça qu'on a fait quand même des chemins élargis un petit peu à certains endroits. Puis on descend la charrue dans le rang et le câble en s'enroulant Ah d'accord, ah oui. permet de labourer à la montée. Ah oui, d'accord, astucieux. Bon, les traitements, on les fait soit à la Tomise de Radeau pour une partie, et quand on peut, comme ici par exemple, on a un chemin un peu en dessous, on va pouvoir, vous voyez, qui ressort là-bas. Là, on arrive à y faire avec un canon. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de matériel, en fait, c'est un gros pulseur d'air. D'accord. Et en fait, en passant Oui. sur le chemin du haut, chemin du bas, on arrive à peu près à croiser les flux. On refait juste un Tomise de Radeau dans le milieu de la parcelle, là. Joli muret. Alors bon, les murets aussi, c'est un problème. Bon, dès qu'il pleut, il tombe. Bon, la partie plus claire que vous voyez ici vient d'être refaite, hein, parce que le mur s'était écroulé suite à un orage. Mais il y en a de partout comme ça dans le vignoble. On arrive à la fin, là les ouvriers viennent de finir de remonter à peu près, de faire le tour du vignoble et de remonter les murs qui étaient tombés pour l'année. Et on va seulement se mettre à tailler maintenant. Et depuis les vendanges, en gros, on fait que ça, de remonter de la terre et remonter des murs, quoi. Ça fait partie de nous, hein. Mais le problème, c'est que je sais pas si c'est moi qui suis pas tout à fait bien ou un truc comme ça, mais dans tous les vignobles, puisque je me suis écarté sur plusieurs vignobles, j'ai choisi des vignobles qui ont ce type de configuration. Donc à Banyuls, on a une trentaine d'hectares, uniquement des murets et des terrasses. Et même à Faugère, où la plupart des vignes sont quand même mécanisables, on a trouvé moyen d'aller chercher des coteaux qui n'étaient pas mécanisables. Vous êtes marqué par le destin. Et qu'on travaille. Mais bon, non, je pense que ce que j'aime, c'est un univers très minéral, en fait, qui pour moi amène la fraîcheur dans les vins. Et en fait, j'aime à la fois le soleil, c'est pour ça que je me suis toujours un peu orienté vers le sud, etc. Et bien, malgré des études en Bourgogne, en fait, bon, j'ai toujours été attiré au moins au sud de Lyon, quoi. Et après, quand je suis allé plus bas dans le sud, bon, le côté riche des vins, le côté puissance que peut amener le soleil, pour moi, doit être compensé par une certaine fraîcheur. Et là, il n'y a que le terroir qui peut l'amener. C'est pour ça que je m'oriente toujours un petit peu vers ces univers un petit peu très rocheux, très minéral, où la vigne va chercher dans la roche sa fraîcheur et son équilibre, en fait. Et, Très intéressant. je sais pas si vous voulez descendre un petit peu, mais bon, si on veut voir la pente, Très bien, on y va. On peut y avancer un peu. Donc une petite particularité, en fait, les vallées de Malval sur les livres
enfin qui décrivent un petit peu la région, sont toutes classées avec une particularité, c'est qu'il y pousse spontanément une végétation de type méditerranéen, qui n'est absolument pas normale ici où on est normalement sous un climat continental. Mais ce que je vous expliquais, la protection des vents du nord donne un microclimat qui est plutôt très chaud et qui permet, et ici en particulier quand on a défriché, c'était plein de figues de Barbarie, les chênes c'était des chênes verts, donc que normalement on trouve pas trop dans le coin. Et du coup, quand j'avais besoin de faire des plantations pour stabiliser, donc j'ai planté des essences méditerranéennes, donc les oliviers, des figuiers sur l'autre chemin, des amandiers ici, qui normalement, bon, les amandes gèlent assez couramment sur le plateau, mais ici on récolte tous les ans des quantités importantes. Ça débourre déjà. Ouais, les amandiers, ils ont déjà des feuilles. Donc. Bon, il faut mettre le crabeau là. Ouais. Ça descend bien. Ah ouais, ça descend. Ouais. Donc là, vous avez le type même du vignoble traditionnel, hein, c'est-à-dire une série de murettes et de terrasses. Bon, la vigne conduite sur échalas, essentiellement pour pouvoir passer dans tous les sens. Dans les pentes, on essaie d'économiser nos pas au maximum. Donc, Et oui. le fil de fer nous obligerait à faire des montées descentes qui sont extrêmement pénibles, tandis que le système d'échalas permet de passer dans tous les sens pour les différents travaux de la vigne. C'est la première raison de l'échalas? Oh oui, je pense. Ah d'accord, j'avais pas pensé. Et après, on les attache par deux parce que bon, la vallée du Rhône, c'est avec le Midi, la deuxième région qui a des vents violents. Et en fait, ils se tiennent mieux quand ils sont attachés par deux. D'accord. Parce que bon, la Syrah ici a quand même cépage qui pousse pas mal quand même. Donc on l'accompagne pendant toute sa durée de croissance en attachant avec du jonc ou avec de la paille de seigle sur les échalas. On a des échalas assez hauts de 2,30 m. Et tout seul, quand il y a la végétation dessus, ça fait quand même une prise au vent et ça a tendance à, etc. Alors, autrefois, c'était attaché par trois, puis passer la pioche dessous la pyramide. Bon. Comme on devient de plus en plus feignant avec au fur et à mesure que les années passent, maintenant on les attache par deux et puis ça tient à peu près, quoi. Mais on est obligé de repasser tous les ans, renfoncer les piquets, les taper. Celle-ci la plus impressionnante. Ah ouais. En pente. Il va falloir remonter. Hein. Tu viendras me chercher. Un treuil. Là, on est plus ou moins sur les pentes les plus fortes quand même qu'on peut trouver dans le vignoble. Parce que là, on est autour de 70% de pente. Si vous voulez essayer, vous verrez que c'est quand même assez difficile de se tenir debout. Et à plus forte raison si on a un tamiseur ou une pompe à d'eau ou je sais pas quoi sur les épaules. Qui a eu l'idée de planter de la vigne C'est pas un peu comme ça là. Je pense que, en fait, le vignoble, je sais pas trop ici. Je pense que ici le vignoble est moyenâgeux, mais sur Côte-Rôtie et autour de Vienne, donc on dit que c'est un des plus anciens vignobles de France, donc voire le plus ancien, sous le nom des vins de Vienne à l'époque. Le vignoble de Côte-Rôtie donc remonte à plus de 2000 ans, etc. Et c'est les troupes romaines qui ont aménagé ces coteaux. Après, un petit peu plus au sud, je pense qu'il y avait des villas romaines avec des implantations viticoles, mais le vrai développement a été fait au Moyen-Âge, en fait, par les moines. D'accord.
Impressionnant. Mais, euh, mais c'est vraiment cette particularité. Enfin, beaucoup de cépages en fait donnent leur plus belle expression aromatique à leur limite nord de culture en fait. Hein, enfin, Mhm. au moment parce que le soleil a tendance dans certaines situations à brûler un petit peu les potentiels aromatiques et c'est très difficile après aussi d'avoir la maturité parfaite et idéale. On peut avoir des côtés surmûris dans les arômes et un manque de maturité au niveau des tanins en fait. Euh, les plus beaux équilibres se font, on peut prendre la Bourgogne, c'est quand même dans la côte de Nuit, au nord de la Bourgogne qu'on sort les Tout à plus fait. belles expressions. Ici dans la vallée du Rhône, la Syrah c'est quand même dans le nord de la vallée du Rhône qu'elle s'exprime le mieux qu'à Châteauneuf-du-Pape. Mais par contre, il faut des conditions bien particulières parce que, bon, comme je vous dis, moi j'avais quelques vignes au départ que j'avais récupérées sur le plateau. On les a toutes arrachées parce que on mûrissait une année sur deux ou une année sur trois. Et bon, ben, les années où c'est pas mûr, c'est pas bon, quoi. D'accord. Par C'est vous qui contre, les aviez plantés, celle que vous... alors moi, j'ai planté 90% de mes vignes. J'ai très peu de vignes que j'ai repris. Hein. Donc bon, pour une simple raison, c'est que quand je suis arrivé, je me suis installé dans la région, le vignoble était complètement à l'abandon et en pleine déprise. Beaucoup de gens programmaient même sa fin définitive. Hein, et c'est pas si vieux que ça. C'est le début des années 80 ou la fin des années 70, si vous voulez. Et je prends un exemple de l'appellation Condrieu. On ne recensait plus que 8 hectares de vignes sur l'appellation Condrieu Ah ouais. et 8 hectares de vionniers dans le monde. C'est-à-dire que le cépage qui à l'époque était uniquement cultivé à Condrieu a failli complètement disparaître avec l'appellation. Et en fait, on a été vraiment la première génération à revenir avec 3-4 autres collègues. En fait, on avait un peu tous fait la même démarche, si vous voulez, c'est-à-dire des études en Bourgogne où on se disait que il y avait des vins qui n'étaient pas forcément toujours très bons à l'époque parce que les vignes étaient pas mal poussées aux chimiques, etc. Mais qui commençaient à se vendre parce que la consommation était en train de changer, parce que les gens commençaient à s'intéresser à des vins plus de qualité et moins quotidiens, quoi. Et on s'est dit, nous, on a quand même des terroirs d'enfer dans cette région et on doit pouvoir y arriver. Donc, bon, ben, Et le miracle s'est fait. et en fait, le miracle s'est fait et le fait d'y avoir cru, en fait, d'y avoir cru, en fait, que ça nous a permis d'avancer quand même assez vite. Les vins ont été assez vite la coqueluche des bars à vin parisiens. Très vite, la grande restauration s'est emparée des produits pour en faire quand même de nouveau, parce que je pense que ça a dû exister avant, mais pour les ramener au niveau des grands vins du pays. Et puis après, ben, dès qu'on a été en grande restauration, c'est l'export qui a tiré devant. Et puis à la fin, Robert Parker qui a été maître des 100% en côte-rôtie et qui a fini le développement de l'appellation, quoi, enfin du D'accord. pain. Ouais. Et ça dans un laps de temps assez court, donc, puisque 80... 80, 2010, ouais, c'est une histoire d'une trentaine d'années, ouais. c'est pas des siècles. Hein. Mais, euh, C'est quand mais même bon, fou. euh, bon, vous savez peut-être, je travaille sur plusieurs choses, et en particulier avec deux collègues vignerons dans la région, là, Yves Quiron et François Vinard. On s'est intéressé à un vignoble qui était décrit en particulier par les Romains, par Pline, et sur les vins d'Yenne, et qui se situait de l'autre côté du Rhône. Donc en fait, Pline avait écrit que les vins d'Yenne étaient parmi les vins les plus célèbres de l'Empire et que fort appréciés à Rome, et que les meilleurs crus qui s'appelaient Sotanum, Taburnum et Helicum se recueillaient au nord de la ville. Donc au nord de la ville, c'est pas Côte-Rôtie, puisque etc. Et moi j'avais trouvé pendant mes études des textes sur Olivier de Serres, Terre de l'agriculture, donc c'est une encyclopédie du Moyen Âge, que à Sessuel, il y avait un vignoble qui était plutôt de qualité, enfin de très grande qualité. Et
est même considéré à l'époque comme supérieur au vignoble de Côte-Rôtie. D'où la démarche d'aller planter des vignes de l'autre côté. Donc là, on s'est mis à 3 pour tenter cette aventure. Mais je pense que l'histoire est quand même faite d'alternance, de périodes fastes pour la région, avec des déclins, mais il y a quand même une tradition de qualité qui est assez régulière, assez forte. Bon, pour prendre l'exemple de Château-Grillet, qui est classé comme bon, c'est une appellation monopole. En fait, c'est une appellation pour un domaine de 2,5 hectares. Mais je pense que si on a classé, bon, peut-être qu'il y a eu des tractations et des influences à l'époque pour obtenir l'appellation, mais c'est parce qu'il y avait quand même une vraie image qualitative qui se démarquait de celle de Condrieu. À l'époque, les Condrieu étaient des vins doux, Château-Grillet était un sec, donc c'était l'expression en sec du Vionnier. Bon, ça marque quand même la tradition, je pense, qualitative des vignobles du coin. Et puis je pense qu'on ne serait pas amusé à travailler ces coteaux et ces pentes Voilà. s'il n'y avait pas derrière quand même un réel potentiel, quoi. Donc, Super. Effectivement, il faut être un peu fou pour planter là. Hein. Qu'est-ce qu'on pense? alors dans la partie, j'ai essayé un petit peu tout du long de chercher des moyens d'améliorer les travaux. Bah, finalement, on n'en trouve pas beaucoup. Là, on avait essayé de supprimer un peu les murettes pour travailler sur la pente. Ça nous permettait justement de labourer au treuil, ce que j'expliquais tout à l'heure, de tirer le cap sur toute la longueur, d'avoir des plus grandes longueurs pour traiter aussi. Donc en faisant des chemins comme ça, on traite au canon. On arrive à faire des choses comme ça, mais bon, la pente devient tellement forte qu'on a du mal à s'en sortir. La plus belle amélioration qu'on ait pu faire et qui nous sert vraiment, c'est de créer des pistes, des chemins au cœur du vignoble qui nous permettent quand même d'approcher le vignoble avec du matériel. Il y a une époque, il faut imaginer que toutes ces vignes comme ça, le seul moyen c'était de descendre le raisin par les passages entre les terrasses comme ça. Imaginez que ce chemin n'existe pas sur le dos. Et puis encore en bas, le chemin était encore pas accessible. Il fallait aller jusqu'au village là-bas, toujours avec le raisin sur le dos, pour pouvoir enfin trouver une charrette, un cheval qui allait le remonter jusqu'au chai. Donc la création des pistes qui nous permet de circuler quand même dans le vignoble avec des tracteurs, avec des engins, ça a été peut-être la plus grosse amélioration technique qu'on ait pu faire. Mais sinon, la culture a peu changé depuis. Mais la haute est toujours là. Ben, oui, Travailler à la haute. Toi, tu connais Gilbert. Il t'avait pas fait faire à l'époque quand tu étais en stage? Si, l'anecdote, c'était que la première fois que je suis venu, je suis arrivé, on a fait 7 vignes pour la première vendange. Gilbert qui est donc le régisseur, chef de culture, m'a mis la haute sur le dos et m'a dit, ben vas-y, tu viens du sud, tu sais tout faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on a rempli la haute, donc ça faisait 4, 5, 10 kilos, 15 kilos, jusqu'à arriver à 50 kilos, qui est à peu près le poids de la haute. Et son poids à l'époque, à peu près? Et mon poids à l'époque. Donc je me suis pris une belle gamelle dès la première journée de vendange, ça met toujours en confiance. Et c'était là. C'était là. Il y a combien de temps? C'était il y a un petit moment, environ des années 95-96. D'accord. On n'a pas changé. 15 ans. Mais bon.